Donc, je voudrais simplement, par rapport à ces quelques données sur le développement territorial que nous avons voulu rappeler ici, c'est, disons, très rapidement, si on regarde les tendances depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on s'aperçoit que les inégalités entre grandes régions se stabilisent ou se réduisent. En revanche, à l'intérieur des régions, les inégalités se creusent entre métropoles et petites communes distantes, notamment dans les ruralités, ou dès qu'on s'éloigne un peu des grandes métropoles. Alors, on s'aperçoit aussi que ça se superpose avec des différences de capital monétaire, mais aussi de capital culturel. Parce que finalement, les élites intellectuelles, précisément, se concentrent dans les métropoles. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne des métropoles, le capital culturel, le niveau éducatif, et donc les possibilités de monter dans la société diminuent. Voilà, rapidement résumé, si vous voulez, à ce moment-là, les processus qui conduisent par la suite à des votes ou des comportements de rejet, de repli, de contestation, comme ceux qu'on a vécu avec les Gilets jaunes. Ce qui s'est passé, et là je vous recommande un livre qui vient de sortir, qui est très remarquable, d'Hervé Lebrun, le démographe, qui s'appelle « Se sentir mal dans un pays qui va bien ». Et sur ce document qui fait à peu près 150 pages, qui est publié aux éditions de l'Aube et qui vient de sortir et que j'ai lu récemment, Hervé Lebrun apporte énormément de statistiques sur en fait, la position de la France dans toutes sortes d'indicateurs. Protection sociale, santé, mortalité, violence, etc. On s'aperçoit que dans l'ensemble, la situation globale de la France s'est pas tellement dégradée. Elle a cessé de s'améliorer comme elle l'a fait pendant 10 ans, jusqu'en 2008. Après, il y a eu une certaine stagnation. Mais comparé aux autres pays européens, finalement, la situation française n'est pas si catastrophique. Par contre, il y a une perception de problème grave pour une partie de la société. Et cette partie de la société, c'est celle précisément qui se trouve distante des métropoles et qui s'est trouvée impactée notamment par la mesure gouvernementale concernant l'augmentation du prix du diesel. Et c'est ça qui a eu un facteur déclenchant. Mais derrière, ce qui s'est manifesté, ensuite, c'est aussi, même si ça constituait une minorité relativement, je dirais, petite, globalement par rapport à la société française, derrière, il y a eu un soutien de la majorité de la population française pour ce mouvement des Gilets jaunes, même s'ils en récusaient certains aspects de violence et autres. Et derrière, ce qu'il y avait, c'était ce sentiment de déclassement social d'une grande partie de la société française, déclassement en relation avec le fait qu'il y avait un grand investissement éducatif, puisque maintenant il y a une majorité de la population qui est à Bac+2, mais que cet investissement éducatif ne permettait pas à l'ascenseur social de fonctionner. Donc cette angoisse sur le futur est à l'origine, notamment d'après les analyses d'Hervé Lebrun que je vous rapporte en simplifiant, de ce processus de contestation. Donc, pour vous dire simplement que la question des territoires est assez centrale et que par rapport aux grandes transitions qu'on évoque et sur lesquelles je voudrais rapidement revenir, oui, c'est ça. Voilà, en gros, si vous voulez, les facteurs de transformation qui sont précisément des facteurs qui ont trait à la mondialisation. Les pôles de croissance sont liés aux concentrations intellectuelles. Et il y a des phénomènes très intéressants. Lorsque vous regardez les startups, par exemple, il y a véritablement une possibilité de croissance et de multiplication des startups dès lors que vous êtes proche de grandes écoles et d'universités, de laboratoires de recherche. Et c'est très significatif dans une échelle qui est en dessous de 10 km. Après, les effets se manifestent encore, mais ils perdent d'importance. Et lorsque vous êtes à plus de 20 km, il y a beaucoup moins de start-up qui apparaissent. Donc ces phénomènes de concentration qui sont en relation avec l'intellectualisation générale associée à la révolution numérique qui se développe sur la planète sont très importants pour penser la suite, l'avenir des territoires. Autre aspect, si vous voulez, c'est que les grands pôles d'innovation, comme celles qu'on peut imaginer sur les grandes technopoles productives, genre Silicon Valley et dans Cambridge au Royaume-Uni ou quelques autres,
ça se compte sur quelques dizaines, pas plus. La véritable pôle d'innovation dans les technologies high-tech, qu'il s'agisse de biotechnologie ou de numérique, en relation notamment avec les investissements en capital risque et en venture capital. C'est comme ça que c'est apprécié, ce qui est une manière un peu biaisée de considérer les choses, mais enfin qui est quand même utile. Alors, le problème aussi, si vous voulez, c'est qu'effectivement, on a évoqué précédemment les transitions écologiques. On voit que se mettent en place toutes sortes d'expérimentations. Et manifestement, il y a une évolution qui se passe. Il y a aussi des expérimentations institutionnelles, de nouvelles formes de gouvernance qui se mettent en place dans les territoires. La question néanmoins qu'il faut se poser à long terme, c'est est-ce que par rapport aux enjeux, ce n'est pas marginal ce qu'on observe? Est-ce que véritablement ça va transformer les conditions de développement des territoires? Toutes ces expérimentations qui ne sont pas négligeables en nombre, en créativité, mais est-ce que ça va faire masse critique pour infléchir les trajectoires de développement des territoires par rapport aux grandes tendances que j'évoquais? Et je m'arrêterai là en vous rappelant simplement ces quelques données qui résultent de sondages que les Français expriment leur point de vue sur ce qu'ils pensent et souhaitent. Ce sont des sondages qui ont été réalisés dans les 2 derniers mois. Il y a une contestation sur la décentralisation qui est considérée, qui a été finalement un bilan relativement décevant de ce qui s'est passé depuis 2 ou 3 décennies. Mais ce n'est pas pour autant qu'on souhaite une remise en cause fondamentale du modèle et des réformes profondes. Il y a un grand intérêt pour le maire et les instances communales comme pivot, si vous voulez, de contact avec les citoyens. Il y a un besoin aussi de retrouver des valeurs de la République, ce qui n'est pas très étonnant. Dans des moments de grande transformation, où on est secoué, on essaye de se rattacher à des valeurs qu'on connaît, des valeurs de la République, de discipline, de laïcité, d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment à ce moment-là une question qui se pose sur la nature de l'éducation. Les réformes du gouvernement en ce moment, précisément, essayent de répondre à cette attente. Et il y a évidemment des processus par rapport à l'immigration, car toujours dans les grands moments de modification des sociétés, avec l'afflux de nouveaux types de population, nécessairement, il y a des raidissements qui se produisent. Je m'arrêterai là. Ce que je voudrais dire, c'est que nous allons essayer de répondre à 2 questions centrales. Nouveau modèle économique, est-ce que c'est envisageable ou pas? Quel type de modèle par rapport à ce que nous avons connu et par rapport au processus que nous avons vu avec la mondialisation, la révolution numérique et la transition écologique? Et deuxième question, quels aménagements institutionnels? Je voudrais donner à chacun d'entre vous la possibilité de répondre à la première question d'abord, et puis on fera un tour de table, et après on essaiera de répondre à la deuxième question. Je commencerai par Claude Grivel sur la question des nouveaux modèles économiques.